Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Souleymane Kandé, je suis le chef de corps du bataillon de parachutistes au Sénégal. Merci. Leadership. Leadership, voilà, donc en termes de carrière militaire, donc j'ai fait tout mon cursus au bataillon de parachutistes et dans les forces spéciales, donc voilà. L'action directe, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'ai pas beaucoup servi dans les états-majors. Je sais agir, je ne réfléchis pas beaucoup. Merci. J'en ai fini. Je continue. Ok, please. Thank you. Voilà, donc pour la séance de ce matin, donc je me propose donc d'intervenir sur les défis de leadership au plan stratégique. Au plan stratégique, donc voilà, ce qui nous amène donc à poser la problématique en tout cas qui se pose par rapport au défi de leadership, c'est le leader et le chef. Le leader, est-ce que c'est le leader? Le leader est-il le chef? Voilà, donc dans les armées, on voit souvent effectivement que ce n'est pas tout à fait toujours le cas. Donc le chef peut ne pas être le leader. Voilà, dans la compagnie, dans le bataillon d'infanterie, vous pouvez toujours trouver un leader qui est différent du chef. Quelqu'un qui est là, qui attire le groupe sur soi, plus que le chef ne le fait. La question, quels sont les défis auxquels sont confrontés les leaders? Donc pour répondre à cette question, je vais plutôt procéder par une approche stratégique afin donc de mieux cerner les défis. Les défis, donc c'est le chef, pour cerner les défis, en tout cas en termes de leadership, il doit toujours définir les objectifs, les voies et les ressources, ou alors les moyens, comme cela, les trois grandes parties donc, de la stratégie, de l'action stratégique. Et pour donc appréhender cette question, nous allons nous inspirer de la bande dessinée Astérix. Je pense que la plupart d'entre vous a déjà lu. Dans Astérix, dès le thème premier de la bande dessinée, donc l'auteur, Goscinny, Centurion, nous avons le grand chef des Romains, du camp romain, décide de raser un village des Gaulois. Ils veulent l'attaquer. Ils ont cerné le village et il doit restaurer l'autorité de Rome qui est bafouée par les villageois, donc les barbares gaulois. Il donne des ordres clairs et précis en tant que chef des Romains. Et il dit à ses légionnaires, à l'attaque, en rang serré et pas de cadeau. On ne fait pas de cadeau aux barbares. On doit attaquer. Dans cette aventure, nous allons rencontrer des personnages incarnant 4 styles de leadership qui sont bien caractérisés. Nous avons l'ambitieux Centurion, il veut vraiment se saisir donc de ce village romain. Nous avons Jules César, le grand général romain. Abra Raccourci, le chef des irréductibles gaulois, donc le chef du village des Gaulois. Et Saugrenu, l'ingénieur conseiller de Jules César. Ces 4 personnages, donc nous les verrons successivement, chacun incarne un type de leadership bien précis. Nous avons d'abord Centurion, donc le chef des Romains, avec son style de commandement bien caractérisé, donc, parce que d'emblée, il fixe les objectifs. Il veut attaquer le village des Romains et on ne tergiverse pas. On attaque pour tout de suite restaurer l'autorité de Rome qui est bafouée. Ok, donc pas de discussion. Les légionnaires, ils agissent, ils vont envahir le village. Ok, donc ce genre de chef, il est utile dans une unité, en tout cas, dans une entreprise, pour faire un peu plus large, pour ne pas rester que dans le milieu militaire. Il est important parce que tout simplement, il permet de résoudre les situations d'urgence lorsque nous sommes confrontés à une situation de danger. Ok, donc il faut tout de suite aller à l'essentiel, il faut attaquer, il faut donc s'emparer de l'objectif. Donc c'est dans le milieu militaire, c'est toujours important d'avoir des chefs comme ça parce qu'ils permettent en fait de, mais en tout cas, prendre en compte les opérations à haut risque. Ensuite, nous avons le style de commandement de Jules César.
pour Jules César, il faut fixer également les objectifs, donc s'emparer du village romain, avant d'interroger et d'attendre les conseils de ses subordonnés. Et à cet effet, pour arriver à conquérir le village romain, après avoir donc suivi un premier revers avec Centurion qui n'arrivait pas effectivement à s'emparer du village, parce que tout simplement, quand ils sont arrivés dans le village romain, ils ont trouvé qu'il y avait l'anniversaire d'Obélix. Et comme le jour d'anniversaire, il y avait tous les villageois qui étaient regroupés donc chez Obélisque. Donc ils n'ont pas eu l'effet de surprise nécessaire et l'effet donc de nombre pour envahir le village romain. Donc Jules César, ayant pris ce recul, ayant donc pris en considération cet échec, donc a préféré consulter ses conseillers. Et il a reçu le conseil de Sogronu, qui lui demande donc d'occuper les barbares gaulois à s'occuper à autre chose. Effectivement, les barbares gaulois se sont occupés à produire une pierre précieuse qui s'appelle le menhir. Et ils en produisent, les Gaulois, du moins les Romains, leur proposent donc d'acheter la pierre précieuse dans un marché, et les Gaulois se mettent donc à produire suffisamment de pierres précieuses. Donc dans ce style de commandement, Jules César a privilégié plutôt de recueillir les conseils de ses subordonnés. L'autre style de commandement caractérisé dans cette aventure, c'est le style d'Abra Raccourci, le chef des villages, du village romain. Il consulte également ses collaborateurs, mais il leur demande également de lui fixer les objectifs. Contrairement aux deux précédents qui, eux, avaient tout de suite donc, fixé les objectifs avant donc pour le deuxième de recueillir les conseils de ses subordonnés, Abra Raccourci, lui, il ne fixe pas l'objectif. Il demande d'emblée de l'aide de ses collaborateurs. Effectivement, en consultant ses collaborateurs, il reçoit les conseils, en tout cas, de Obélisque, qui lui suggère donc une solution, en tout cas, pour retourner l'arme de l'agresseur, c'est-à-dire le fait de produire la pierre précieuse en surabondance, de sorte à créer une inflation. Effectivement, les Gaulois ont produit la pierre précieuse en grande quantité, et donc les Romains se sont retrouvés donc sans argent à la fin. Et ils n'ont pas donc pu acheter toute la pierre précieuse qui était donc produite par les Gaulois. Le dernier style de commandement, c'est celui de Sogronu, qui prescrit des stratégies sans définir clairement l'objectif. Donc ça également, c'est un style de commandement où effectivement le subordonné peut être amené à donc conseiller son chef, mais à mal conseiller son chef, parce que tout simplement, il ne va pas dans le fond de la question. La moralité donc de cette digression, c'est que le leader, il doit, à mon avis, clairement fixer les objectifs à atteindre en faisant prévaloir ses qualités. Les qualités du leader, comme nous l'avons apprises dans les écoles d'officiers, c'est d'abord, et par ordre hiérarchique, c'est la compétence, c'est la force de caractère et c'est le désintéressement. Définir les voies, c'est-à-dire les modes d'action à suivre en termes militaires, c'est adopter les styles de commandement, soit adopter le style de commandement direct ou indirect. Le style de commandement direct a donc l'avantage de faire agir ou d'agir rapidement en commandant rênes courtes. Voilà. Donc on ne laisse pas beaucoup de liberté d'action aux subordonnés. Par contre, le style de commandement indirect, c'est la subsidiarité, c'est la responsabilisation des bas échelons. Donc on responsabilise, on laisse beaucoup plus d'initiatives aux subordonnés. Mais dans toutes ces aventures, il faut toujours s'assurer que les moyens dont vous disposez sont adéquats par rapport à la stratégie que vous êtes fixée. Donc sans les moyens disponibles, vous n'arriverez jamais aux effets, en tout cas à votre objectif, à l'effet final recherché, comme on dit en stratégie.
Moralité également, c'est comment arriver à un modèle d'efficacité. Et moi, je préconise pour un chef, pour un leader, pour qu'il soit un chef idéal, il doit toujours, en face d'une question, donc analyser, et analyser profondément. Voilà. Donc, nos part, c'est superficiel, mais plutôt creuser. Quand vous avez une question, une problématique devant vous, il faut toujours creuser. Il faut réfléchir. C'est ce que Eisenhower appelait le critical thinking. Donc, réfléchir et prendre en compte également tous les contours de la question. Il faut également de l'anticipation, prévoir l'imprévisible. Okay? Donc, ce qu'on appelle également la planification, en termes de planification opérationnelle chez les militaires. Prévoir l'imprévisible. Avant donc de prendre une décision au final, tout en étant sûr que cette fois-ci, vous ne vous trompez pas. Parce que vous avez effectivement abordé tous les aspects de la question. J'aime bien donc le système des Nations Unies. Quand vous vous déployez en qualité d'observateur militaire dans les UN missions, donc vous êtes dans un team site, ce qu'on appelle les équipes de travail au niveau des Nations Unies. Donc c'est des groupes de 10 à 15 observateurs militaires donc, qui sont regroupés dans un village ou dans une ville et à qui on confie des missions. Donc le système des Nations Unies désigne toujours un leader, pas un chef. Et le leader, effectivement, dans le groupe, il peut ne pas être le plus gradé. Donc il y a des capitaines, des commandants et des lieutenants-colonels dans un team site. Mais vous pouvez vous retrouver avec un capitaine qui est leader. Le team leader, il peut être capitaine. C'est lui qui donne la mission, c'est lui qui définit la mission, mais il consulte tout le monde. Parce que chacun, dans un team site, dans une équipe d'observation, chacun est souverain. Chacun représente son pays et effectivement donc n'est pas subordonné à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça c'est important et j'aime bien ce modèle donc de leadership là. Et le team leader également arrive donc à créer une synergie dans le groupe et c'est sa tâche donc pour créer en tout cas la coordination de l'ensemble pour arriver à obtenir le rendement optimum. Et pour terminer, donc je dirais que face à un ennemi imprévisible qui exploite actuellement nos vulnérabilités critiques, les leaders que nous sommes aujourd'hui doivent adopter une pensée critique en acceptant une confrontation des idées. Seule cette conception du leadership permet d'exploiter les opportunités qui sont par nature fugitives. Donc on a une opportunité à saisir, il faut la saisir maintenant. Si vous ne laissez pas plus de liberté d'action au bas échelon, effectivement, vous risquez de perdre cette opportunité. Et lorsque vous la perdez, vous ne la rattraperez jamais. Ou alors très difficilement. Voilà, j'en ai fini. Merci. Thank you very much. Thank you.